C'est cet après-midi que se tiendront les obsèques du sergent-chef Ofri Yaffé qui est tombé dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud de la bande de Gaza. Oui, effectivement, Ilana, le sergent-chef Ofri Yaffé avait 21 ans. Il était originaire du Moshav Yogev dans la vallée de Yezreel. Il était combattant dans les commandos d'élite des parachutistes israéliens. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a participé à une opération de son unité dans le sud de la bande de Gaza. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est un soldat de sa propre unité qui, pensant avoir repéré un terroriste, a ouvert le feu dans sa direction, le tuant sur le coup. Le père du sergent-chef Ofri Yaffé est lui-même colonel de Tsahal. Sa mère Hadas a pleuré son fils hier et l'a couvert d'éloges. Il était entièrement altruiste et pour prouver son dévouement infini, la famille a publié le post qu'il avait rédigé le 8 octobre 2023 au lendemain des massacres, alors qu'il était encore jeune civil et dans lequel il se portait volontaire pour venir en aide aux populations qui avaient été touchées dans le sud et dans le nord du pays. Que le souvenir du sergent-chef Ofri Yaffé soit béni. Et puis on va consacrer une partie importante de ce journal au très sérieux bruit de bottes américains qui se font entendre désormais, Daniel, dans la région. Oui, depuis le milieu de la journée d'hier, on a de plus en plus le sentiment en Israël que les Américains se préparent à lancer une opération militaire de très vaste envergure contre le régime iranien dans les tout prochains jours. Cette estimation repose sur le fait qu'au lendemain du second round des pourparlers entre Américains et Iraniens à Genève, on est parvenu à la conclusion que les concessions maximales que les Iraniens sont prêts à faire sont encore très éloignées des revendications minimales que de l'administration Trump, y compris dans le dossier du nucléaire iranien, mais pas seulement. Et cette estimation s'est renforcée après l'arrivée dans la région de plusieurs dizaines d'avions de chasse américains supplémentaires. Oui, il s'agit essentiellement d'avions F-35 furtifs et F-15 qui ont été déployés en particulier sur des bases militaires en Jordanie, mais également dans le Golfe Persique. On parle même de 200 avions de chasse qui offrent aux États-Unis une puissance de feu impressionnante. De même, le porte-avions Gerald Ford étant déjà en Méditerranée, l'on estime qu'il sera stationné dans les prochains jours dans les eaux de la Méditerranée à proximité des côtes israéliennes, justement pour permettre d'abord à ces avions de frapper le nord de l'Iran si cela est nécessaire, mais aussi pour garantir un parapluie de sécurité à l'État d'Israël. Et pourtant, les États-Unis affirment, Daniel, ne pas avoir fermé la porte à la négociation. Oui, c'est ce qu'a déclaré durant la soirée d'hier la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Elle a rappelé qu'à l'issue des pourparlers à Genève, il a été décidé que l'Iran reviendrait vers les États-Unis avec une nouvelle proposition écrite. Mais Caroline Leavitt a elle-même reconnu que Washington avait de nombreuses raisons de frapper l'Iran. Et puis en Israël, on se prépare justement à une opération militaire américaine. Oui, les services de la défense passive de Tsahal ont reçu des directives afin de se préparer à une attaque de missiles iraniens qui interviendrait après ou même avant une offensive militaire américaine. Cependant, la défense passive n'a publié aucune recommandation pour la population civile israélienne, idem pour les services de secours du Magen David Adom et de Hatzal. Et puis, en perspective d'une attaque américaine, l'Iran presse de son côté le Hezbollah de prendre part à la confrontation. Oui, les Iraniens exercent actuellement de sérieuses pressions sur le mouvement chiite afin qu'il ne reste pas sur la touche durant les combats et qu'il attaque Israël par le nord donc du pays. Côté israélien, on suit bien entendu de très près ces pressions. Au sein de Tsahal, on a lancé hier une très sérieuse mise en garde au Hezbollah. Attention, ne vous avisez pas d'attaquer, sinon vous en subirez les très lourdes conséquences. Et puis, durant la nuit, Tsahal, il faut le souligner, a bombardé des positions du mouvement chiite au Liban. Enfin, pour terminer, c'est cet après-midi que le fameux Conseil de la paix se réunira pour la première fois à Washington. Oui, l'État d'Israël qui participe à ce forum sera représenté par le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar. Durant la nuit, lors d'un débat sur la situation au Proche-Orient au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, Gideon Sa'ar a expliqué qu'Israël soutenait le plan Trump pour la bande de Gaza et il a rappelé que ce plan prévoyait le désarmement du Hamas, la démilitarisation de la bande de Gaza et la déradicalisation des Gazaouis. Si ces conditions sont remplies, il y aura pour la première fois une véritable opportunité pour une nouvelle réalité dans la bande de Gaza et dans la région, a déclaré Gideon Sa'ar. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair. Les températures prévues aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv, Haïfa, Ashdod et Netanya et à 23 degrés ce matin à Eilat. Jacques Neria est avec nous. Jacques, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, on a bien besoin de votre éclairage pour comprendre. Vous avez, vous, personnellement, le sentiment que, en fait, une opération militaire américaine contre le régime iranien est imminente ?
Je vais faire un choix de mots. Ça sera inéluctable, ce n'est pas imminent. Ah, Donc, il y a ici, je dirais, un hiatus qu'il faut combler. Et ce hiatus est tout simplement composé du déploiement des forces américaines. Et du fait que l'administration américaine essaie de justifier un acte militaire contre l'Iran, en ayant en mémoire les fiascos précédents. Je vous rappelle l'Afghanistan, je vous rappelle le Vietnam, je vous rappelle l'Irak. Donc, s'engager dans une guerre qui ne va pas se terminer et qui va au contraire, je dirais, impliquer les États-Unis dans une longue guerre, ce n'est pas exactement ce que Donald Trump, le candidat au prix Nobel de la paix, voudrait. Donc, il voudrait que les Iraniens fassent un premier pas non, pour justifier son action contre eux. Ouais, mais tout de même, est-ce que ça s'est déjà vu que l'on déploie une telle armada, c'est-à-dire 2 porte-avions, un porte-avions Gerald Ford qui est le plus sophistiqué de l'armée américaine, des centaines d'avions qui continuent d'arriver dans la région, si l'intention véritable, ce n'est pas de frapper le régime iranien ? Daniel, vous avez connu certainement dans vos leçons d'histoire la politique de la canonnière, la tactique de la canonnière qui servait tout simplement à menacer le rival ou l'ennemi pour lui dire, voilà, nous avons une flotte qui arrive, une armada, et si jamais vous ne cédez pas à telle chose, eh bien, on va vous bombarder, on va détruire vos cités. Oui. C'est ce qui s'est passé à Hong Kong, et c'est de cette façon-là que les Britanniques avaient reçu la concession de Hong Kong pour une durée d'une centaine d'années, etc., etc. Donc, ce n'est pas la première fois que cette politique de la canonnière est employée. Et je dirais le fait est là, c'est que cette force qui est déployée sert à une fin politique, et à une fin naturellement diplomatique. Si jamais la diplomatie va échouer, eh bien, je dirais, le bras de fer est là. Le coup est préparé, les plans sont déjà mis sur place, les décisions ont déjà été prises à l'avance et il ne s'agit aujourd'hui que d'attendre le feu vert de Donald Trump. Mais vous seriez capable de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, hier pour que d'un coup, comme ça, eh bien, on passe d'une estimation sur la poursuite des négociations après le 2e round à Genève vers une opération massive. Il y a eu une sorte de breaking point, comme on dit. Alors, en anglais. Ce qu'il y a, c'est que les médias et certains, je veux dire, il y a deux groupes ici d'intention. Il y a un premier groupe, les diplomates américains qui voudraient naturellement, et israéliens, qui voudraient naturellement peser de tout leur poids sur l'Iran pour accepter les conditions américaines d'un côté, et puis ensuite les médias qui essaient d'interpréter tout ce qui se passe naturellement en n'ayant pas toutes les données en main. Ce qui fait que naturellement il y a un brouillis et un brouillard qui s'établit où chacun se plaît à interpréter. Hier par exemple, j'ai entendu personnellement à la télé, l'ex-commandant des renseignements militaires israéliens, le général Yadin, qui disait que si j'étais à leur place, je ne voyagerais pas en cette fin de semaine à Munich. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il était toujours en train d'expliquer ce qui se passait avec l'Iran. Cette interjection a été interprétée par la presse israélienne comme une connaissance de cause, comme s'ils savaient effectivement qu'en fin de semaine, les Américains allaient commencer leur bombardement sur l'Iran. Oui, mais Amos Yadin, pendant la guerre, c'est trompé à plusieurs reprises, donc ça ne veut pas obligatoirement... Alors ça c'est d'un côté. De l'autre côté, écoutez, le déploiement américain n'est pas terminé. Nous sommes en train de parler... Écoutez, en 1990, face à l'Irak, il a fallu 5 mois aux Américains pour s'organiser et se déployer face à l'Irak. Maintenant, le porte-avions, vous avez bien dit, le Gerald Ford, se trouve, je dirais, aux abords de la Méditerranée. Il faut qu'il arrive et qu'il se déploie sur place. Et selon toutes les prévisions, eh bien, on parle de la mi-mars
comme une période où le déploiement serait définitif, où les forces américaines seraient prêtes à agir. De plus, rappelez-vous, la semaine prochaine, en fin de semaine, le 28 février, eh bien, nous avons la visite de Rubio. Jusqu'à la visite de Rubio, il n'y aura pas d'attaque. J'en suis complètement certain. Je pourrais me tromper naturellement, mais je ne pense pas que ça va se passer avant que Rubio ne passe sur place, ne coordonne les derniers dispositifs avec Israël, entende la position israélienne et pour rapporter cela aux États-Unis. Donc il y a ici une nécessité de rencontre physique et cette rencontre physique va tout simplement éloigner je dirais l'échéance d'une action militaire sur l'Iran. Donc comme je l'ai dit, l'action est inéluctable, mais simplement elle n'est pas encore imminente. Alors, quel doit être le rôle de l'État d'Israël dans une telle opération? Parce qu'on se souvient tous qu'en juin dernier, c'est Israël qui avait pris l'initiative et les Américains qui s'étaient ralliés à Israël pour frapper Fordow en particulier. Est-ce que vous pensez qu'Israël peut rester sur la touche, ou cela dépendra bien entendu des tirs de missiles balistiques iraniens en direction du territoire israélien, s'il y en a ou pas? Écoutez, il ne faut pas se tromper. Même en juin, Israël a agi avec, je dirais, avec la protection, je dirais la protection des Américains, avec la participation passive des Américains jusqu'au moment où ils ont attaqué Fordow. Mais autrement, je dirais, l'aviation israélienne avait une liberté de manœuvre qui était aussi due au fait que les Américains aient participé à cet effort militaire. Donc, ne soyons pas dupes des déclarations israéliennes comme quoi nous sommes capables de tout faire. Non, on ne peut pas tout faire sans les Américains. Et cette fois-ci, je dirais, la coordination avec les Américains est très claire. Il y aura des cibles qui seront dédiées et attaquées par les Israéliens, et il y aura des cibles qui seront attaquées par les Américains. Et cela doit être décidé conjointement pour ne pas brusquer un l'autre et je dirais, et s'attaquer mutuellement dans des raids aériens. Alors il y a aussi le Hezbollah avec le Liban. On entend depuis hier on va dire des appels de la part des Iraniens, du régime iranien, qui consisteraient à dire au Hezbollah si nous sommes attaqués et on vous demande d'attaquer le territoire israélien, de tirer des missiles en direction du territoire israélien. Est-ce que vous pensez que effectivement, s'il y a une opération militaire américaine, le Hezbollah entrera dans la confrontation, ou alors il sera retenu peut-être par le gouvernement libanais? Non, le gouvernement libanais, vous blaguez ou quoi? Le gouvernement libanais ne pourra rien faire face au Hezbollah. Ce qui est certain, c'est qu'Arakchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a visité le Liban en début janvier, et selon toutes les informations, il a décidé avec le secrétaire général du Hezbollah que si jamais conflit il y a entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis, eh bien Hezbollah ne participera pas avec un front de soutien, mais il participera activement. C'est pour cette raison qu'on voit pendant ces dernières semaines une activité accrue d'Israël face au Hezbollah au Liban, attaquer les dépôts d'armes, attaquer les usines d'armement, attaquer les positions de Hezbollah pour essayer de l'empêcher au maximum de pouvoir utiliser sa force militaire dans un conflit où on est complètement convaincu, selon les déclarations de Naïm Qassem, le secrétaire général de Hezbollah, qu'il va participer à cette guerre. Quelle est sa force militaire aujourd'hui? Parce qu'on avait le sentiment que le Hezbollah avait été durement touché. Est-ce qu'il possède encore des dizaines de milliers de missiles qui sont capables de menacer l'État d'Israël? Alors, naturellement, il n'a plus l'arsenal qu'il avait dans le passé, il n'a plus les 120 000 missiles, mais il a aux environs de 30-40 000 missiles, ce qui est quand même pas mal, je dirais, et qui pourrait causer beaucoup de dégâts en Israël. Donc, de toute façon, on ne sait plus à dire que le Hezbollah a été défait, que le Hezbollah est faible, que le Hezbollah a tout simplement subi une raclée magistrale. Eh bien, pendant cette année-là,
Hezbollah, le Hezbollah a réussi à se reconstituer, à se reformer ses rangs, à faire de nouveau des recrutements de nouveaux éléments, d'ouvrir de nouveau ces usines d'armement. Il a tout simplement profité du fait que l'Iran, malgré tous ses problèmes financiers, a acheminé au Liban plus d'1 milliard de dollars pour le Hezbollah. Les armements et les armes qui ont été, je dirais, qui ont passé de la Syrie au Liban par des moyens illégaux, naturellement. Et cela, naturellement, ce qui fait que le Hezbollah a retrouvé le poil de la bête. Et il faut prendre cela en considération. D'un côté, il est vrai que pendant la campagne de 24, Hezbollah a reçu un coup sérieux. Ses chefs ont été décapités, tout cela. Mais tout simplement, c'est comme une pieuvre avec beaucoup de tentacules. Eh bien, on a coupé 2 tentacules, il y en a d'autres qui ont poussé à la place. Alors, je ne voudrais pas terminer cette conversation sans évoquer malheureusement le souvenir du sergent Ofri Yafé qui est tombé au combat dans la bande de Gaza avant-hier soir lors d'une opération militaire des commandos des parachutistes de l'armée israélienne. Malheureusement d'un tir ami. Cela nous rappelle d'une certaine manière, Jacques, que les soldats israéliens sont toujours dans la bande de Gaza, qu'ils mènent des opérations, et parfois ces opérations coûtent un prix très élevé. Il ne faut Daniel, je veux dire quelque chose. La guerre a commencé le 7 octobre 23, et aujourd'hui on essaie de minimiser le massacre, en essayant d'éliminer le mot massacre de je ne sais plus quoi. Le fait est là. Depuis 23 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et cette guerre-là n'a pas permis à Israël de terminer les dossiers. Les dossiers sont encore ouverts. Oui. Le dossier de Gaza est ouvert, le dossier libanais est ouvert, le dossier syrien est ouvert, le dossier irakien est ouvert, et encore le dossier iranien est plus couvert. Donc nous sommes, je dirais, après 2 ans et demi de guerre, nous sommes toujours, je dirais, nous sommes toujours confrontés à une situation qui est inégalée dans le passé, et les Houthis, j'ai oublié les Houthis naturellement, oui. Qui aussi voudraient participer à la bagarre. Donc, je dirais, de cette façon-là, il faudrait qu'on arrive à un point final. Il faut finaliser les dossiers, que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit au Liban, avec le Hezbollah, que ce soit avec l'Iran. Il faut tout simplement arriver à, je dirais, à une situation où nous pouvons, je dirais, mettre l'épée de nouveau dans sa gaine et nous reposer un tout petit peu. Vous croyez vraiment qu'on peut remettre l'épée dans son fourreau face à des organisations comme le Hamas ou le Hezbollah qui continuent de réclamer... Je suis partisan de ce que les Romains disaient. Si ves pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, de nous avoir informé et expliqué cette situation sécuritaire, on va dire, relativement tendue. Mais donc, une opération militaire américaine n'est pas imminente, selon vous en tout cas. Elle est inéluctable, mais elle n'est pas imminente. C'est ce que l'on retiendra de notre conversation. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. Merci, Daniel. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio notre ami Benjamin Lashkar. Benjamin, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je vais vous demander de parler dans le micro pour que l'on puisse bien entendre votre message. Et votre message, c'est un peu celui de Naftali Bennett. C'est celui de Naftali Bennett, puisque vous êtes le directeur de campagne de Naftali Bennett à Jérusalem, en perspective des prochaines élections. On ne sait pas encore quand elles se produiront, ces élections, peut-être au mois de juin, peut-être au mois de septembre. Mais en tout cas, on approche chaque jour de cette échéance. Et nous vous avons sollicité ce matin parce que, eh bien, on a eu le sentiment, en tout cas c'est le sentiment personnel que j'ai eu ces derniers jours, Naftali Bennett avait durci son message. C'est-à-dire que pour la première fois, en public, Naftali Bennett dit clairement « Je ne siégerai pas avec Binyamin Netanyahou ». Il semble que c'est un petit changement, un changement important peut-être, par rapport à on va dire, à un discours dans lequel il laissait planer un certain flou artistique autour de ce positionnement. Non, il n'y a aucun changement, il n'y a jamais eu de flou.
dans la mesure où Naftali Bennett, depuis le premier jour, dit qu'il va être Premier ministre. Donc, comme il va être Premier ministre, il ne va pas siéger sous Netanyahou, par définition. Ce qu'il a dit, il n'y a rien vraiment, là encore, rien de nouveau. Depuis le premier jour, il dit qu'il veut Brit Meshartim, l'alliance de ceux qui servent. Il a dit toute personne qui est dans le tank avec moi, qu'elle soit de gauche, de droite, elle peut venir dans mon gouvernement. Donc, il a toujours dit que le Likoud pouvait être dans son gouvernement. Si Netanyahou veut être ministre de Naftali Bennett, encore il y a un problème légal parce qu'il est en procès, mais admettons que ça soit réglé. Si Netanyahou veut être ministre de Naftali Bennett, ça sera avec plaisir, mais évidemment, on ne siégera pas sous Netanyahou, qui doit partir. Il est resté trop longtemps. On a vu les dégâts qu'il a causés. Et puis, de toute manière, dans tous les sondages, Naftali Bennett gagne et Netanyahou n'a aucune chance de former un gouvernement, donc la question ne se pose pas. Alors, est-ce que aujourd'hui, Naftali Bennett, où on le situe dans la classe, dans l'échiquier politique israélien? On le situe à gauche, au centre, à droite? Qu'est-ce qu'il représente? Il est de droite, il a toujours été de droite et il est resté de droite, il n'y a aucun changement là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, le débat n'est plus droite-gauche. Il n'y a pas de question d'État palestinien, pas d'État palestinien. Tout le monde est contre un État palestinien. Même Yair Golan, qui représente la gauche presque extrême, comprend qu'il n'y aura pas d'État palestinien. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est le sionisme ou le non-sionisme. On a un gouvernement, le premier gouvernement anti-sioniste de l'histoire d'Israël est actuellement au pouvoir. Un gouvernement qui soutient des gens qui disent qu'ils préfèrent mourir qu'aller à l'armée. Un gouvernement qui donne des dizaines de milliards de notre argent à ces gens-là. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'on veut continuer dans cette voie-là qui est la voie de la destruction de l'État d'Israël à moyen terme, dans quelques dizaines d'années, parce que c'est ce qui se passe. Si on continue sur cette voie-là, il n'y aura plus d'État d'Israël dans 40 ans. Ou alors, est-ce qu'on retourne vers le sionisme avec une large coalition sioniste qui va de même Yair Golan, personnellement je préférerais sans lui, mais de Yair Golan à Ben Gvir, toute personne sioniste est accueillie dans le gouvernement. Y compris Ben Gvir ? Évidemment. Pourquoi ? Je n'aime pas Ben Gvir, je n'aime pas Yair Golan, mais en même temps, on veut un gouvernement de réparation qui unisse le peuple. Et quand on unit le peuple, on prend aussi des gens qu'on n'aime pas, parce que c'est ça, le peuple comprend tout le monde. On veut un gouvernement sioniste. Et pour faire un gouvernement sioniste, il faut toutes les forces qui sont prêtes à accepter de venir dans ce gouvernement. Je ne sais pas si Ben Gvir acceptera, je ne sais pas si Golan acceptera, mais je ne sais pas si Netanyahou surtout acceptera. Je ne pense pas qu'il acceptera de siéger sous quelqu'un d'autre que lui-même. Mais en tout cas, c'est au Likoud de choisir aussi ce qu'il veut faire. Et nous sommes prêts à accueillir tout le monde dans notre gouvernement. Alors, Naftali Bennett, dans ses discours, parle souvent d'une sorte effectivement de réparation par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais quelque part, est-ce que lui aussi, il n'est pas, on va dire, complice de la stratégie de retenue qui a d'une certaine manière abouti à la catastrophe du 7 octobre. Netanyahou, c'est clair, il était au pouvoir pendant de nombreuses années, mais Naftali Bennett lui-même aussi, on ne peut pas dire que lorsqu'il a été pendant un an Premier ministre, on ne peut pas dire qu'il a mené une campagne offensive contre le Hamas ou contre le Hezbollah. D'abord, c'est faux. Il y a deux choses. On ne peut pas en un an réparer toutes les erreurs qui ont été commises par Netanyahou en 15 ans. Il a été au pouvoir seulement un an, avec un gouvernement qui avait quand même beaucoup de problèmes, comme on peut s'en rappeler. Qui avait beaucoup de pression de part et d'autre. Il y avait beaucoup de pression, qui a une très faible majorité. Et puis il a été qu'un an au pouvoir. En un an, on ne peut pas tout faire. Ceci dit, ce gouvernement, contrairement au gouvernement Netanyahou, a répondu à chaque attaque du Hamas immédiatement. Il n'a pas laissé les ballons venir brûler les champs sans rien faire. Il a été très ferme. Je rappelle que juste avant le gouvernement de Bennett en juin 2021, le gouvernement Netanyahou, c'était, j'oublie le mot en français, Mitkapel. Il avait cédé, on va dire. Il avait cédé au Hamas. Il avait interdit la marche du jour de Jérusalem dans la vieille ville parce que le Hamas avait menacé. Enfin, c'est quand même hallucinant quand on se rappelle ça, que le gouvernement de droite, soi-disant de Netanyahou, s'était vraiment ramassé devant le Hamas, avait eu peur du Hamas. Évidemment, le gouvernement, soi-disant des frères islamistes de Bennett, lui, il a fait cette marche de jour de Jérusalem l'année d'après. En dehors de ça, Netanyahou, toutes les années où il était au gouvernement, avait une politique extrêmement claire d'attaquer Gaza, d'éliminer les leaders du Hamas. Netanyahou, dans son propre livre, il se vante du fait qu'il a empêché Naftali Bennett de lancer une offensive à Gaza. Il était très fier de ça à l'époque, Netanyahou. Maintenant, il essaye de réécrire l'histoire. Oui. Mais bon, c'est ce qu'il a écrit dans son propre livre. Alors, maintenant, si Naftali Bennett se présente comme une alternative au pouvoir de Binyamin Netanyahou, la question que je voudrais poser, dans son parti, pour l'instant, on peut supposer que c'est Naftali Bennett qui va déterminer, on va dire, les membres de la liste électorale de son parti. On ne connaît pas encore le nom, il s'appelle pour l'instant Naftali Bennett 2026. Qui sont les gens qui se rallient à Naftali Bennett? Qui sont les gens que l'on pourra voir dans la liste électorale, on va dire des visages nouveaux, des visages qui marquent justement l'alternative et le changement? Parce que
dites-moi si je me trompe, mais j'ai entendu parler de Barak Seri, qui est un journaliste israélien. Alors, je vais vous dire... Barak Seri, c'est pas véritablement la personnalité la plus séduisante à faire rentrer dans un gouvernement, dans un parti de Naftali Bennett. D'abord, il n'y a pas encore de liste, mais ce que je peux vous dire, je ne sais pas qui sera dans la liste, parce que ça n'a pas encore été déterminé. Par contre, je peux vous dire quels sont les principes. D'abord, ce n'est pas Naftali Bennett qui détermine, il a son avis, mais c'est fait professionnellement. Il y a un blog de 500 personnes qui viennent de la société civile, du monde des affaires, et toutes sortes, et des gens qui ont agi, qui ont une expérience, qui ont un bilan, qui ont créé des sociétés, qui ont créé des amoutotes, qui ont été des hauts officiers. Ce sont des gens qui ne sont pas connus dans le public, mais des gens qui ont fait des choses. Ce ne sera pas des politiciens qui seront dans la liste, ce ne sera pas des journalistes, ce sera des gens, en général plutôt jeunes, qui ont des cabalotes, c'est-à-dire qu'ils ont... qui se sont distingués. Ils se sont distingués. Y compris pendant la guerre. Pendant la guerre, il y a beaucoup. Non, parce que, par exemple, on voit Naftali Bennett embrasser les Milounikim, les réservistes. Il y aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Oui. Des femmes, des hommes, jeunes, de toutes les tendances, je veux dire, toutes tendances religieuses, laïques, traditionnalistes et religieux, et qui ne sont pas connus. Ce ne sont pas des politiques et des hommes publics. Alors, concrètement, aujourd'hui, Naftali Bennett, on a déjà dit, c'est peut-être une image qui lui colle à la peau d'une certaine manière, qu'il était le champion du monde, on va dire, des sondages. Dans les sondages, il est très fort, mais lorsque l'on approche des échéances électorales, justement peut-être parce que son message est peut-être pas suffisamment affûté ou peut-être pas suffisamment, on va dire, tranchant, il y a un effritement dans son soutien. Vous pensez qu'est-ce qui peut empêcher justement que cela ne se produise à nouveau ? D'abord, ça arrive une seule fois qu'il soit très haut dans les sondages et qu'il baisse, et ça a duré, il a été très haut 3 mois, c'est tout. C'était en 2020. Là, ça fait quand même plus d'1 an et demi qu'il est en tête des sondages. Donc il y a quand même une grosse différence. En dehors de ça, c'est pour ça justement que l'opération cette fois-ci est complètement différente. Il a fait ce qu'il avait négligé les autres fois, c'est-à-dire le terrain. Il a aujourd'hui un système, un mangenon de 20 000 militants, 30 000 même maintenant, on a 200 chefs de campagne. Il est pratiquement tous les soirs dans une ville différente, dans un mixar différent. Il remplit les salles avec des centaines et parfois même jusqu'à 1000 personnes tous les soirs. Et donc, il y a un vrai engouement du public. Il était hier, par exemple, dans le Gush Etzion. Il va pas seulement... Contrairement à ce qui a été dit, il ne va pas seulement dans les villes de l'opposition, il va dans les villes de droite. Il était venu à Jérusalem, il va revenir à Jérusalem d'ailleurs quelques semaines. Il a fait Netanya, il a fait Ashdod. Et à chaque fois, c'est rempli, et à chaque fois, il y a beaucoup de monde, et le terrain est là, et on travaille sur le terrain. Alors, on s'adresse en particulier à la communauté francophone. Est-ce qu'il est exact de dire que Naftali Bennett, au sein du public francophone en Israël, ce n'est pas une histoire d'amour aujourd'hui ? Le public francophone est connu pour être un peu plus difficile. Effectivement. Malheureusement, je pense que le public francophone vit un peu trop dans sa bulle. Donc, il y a une partie du public francophone et qu'ils sont alimentés par un système de fake news et de propagande qui, malheureusement, les détourne de la réalité de la société israélienne. Et donc, c'est un peu dommage. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'occupe du public francophone qui fait un très bon travail et je suis sûr qu'il va réussir à changer ça. La parole de Naftali Bennett, vous savez, elle a été battue en brèche parce qu'il avait pris des engagements avant les élections de 2021 et puis un engagement signé. On se souvient tous de cette image de Naftali Bennett qui avait signé qu'il ne siégerait pas dans un gouvernement avec Yair Lapid. Non, sous Yair Lapid, d'accord. Mais ça, oui, c'est la même. Bon, c'est pas du tout la même chose. Oui, mais il ne siégerait pas dans un gouvernement. Il ne siégerait pas dans un gouvernement avec Mansour Abbas. Et donc finalement, il a dû revenir sur sa parole. C'est difficile de récupérer à faire une forme de confiance de la part d'un homme politique. J'ai toujours du mal à comprendre cette histoire, honnêtement. On a un Premier ministre qui ment chaque fois qu'il ouvre la parole. C'est-à-dire, chaque fois que Netanyahou ouvre la bouche, il dit un mensonge. Il a tout promis, il a fait le contraire de tout ce qu'il a dit. Ça ne dérange absolument pas ses soutiens. Le fait que Naftali Bennett a fait une erreur, et honnêtement, il le reconnaît, il a fait une erreur, il a dit une bêtise, au sujet surtout de Lapid et pour ce qui est de Mansour Abbas, il ne le connaissait pas, il explique qu'il ne le connaissait pas. Et c'est Netanyahou qui a essayé de le convaincre de faire un gouvernement avec Mansour Abbas. Je rappelle quand même que c'est Netanyahou qui a essayé de prendre Mansour Abbas avec lui. Il a essayé de convaincre ensuite Naftali Bennett d'accepter.
Et c'est Smotrich qui finalement a empêché ça. Et ensuite, subitement, c'était devenu interdit d'être avec Mansour Abbas, alors que Netanyahou avait tout fait pour... On me rappelle quand il s'appelait Abou Yahir, il était le grand patron des Arabes, et les Arabes c'était très bien, qu'on a eu ça pendant quelques semaines, et tous les bibis nous expliquaient à quel point Mansour Abbas était extraordinaire. Et du moment où ça n'a plus été possible, alors c'est devenu les frères musulmans et un islamiste et l'ami du Hamas. Bon, c'est difficile de prendre ces gens au sérieux, qui changent d'avis suivant leur position et suivant leur intérêt personnel. Alors on va terminer par un cas de figure. Au lendemain des élections, Naftali Bennett est situé au milieu de l'échiquier politique israélien. Il a deux options pour former un gouvernement, soit le monde orthodoxe, les partis orthodoxes, on va dire du côté de la droite de l'échiquier politique, soit Mansour Abbas, ou peut-être même l'ensemble des partis arabes israéliens, puisque pour l'instant, il risque de former une liste commune. Qui choisira ? Aucun des deux. Il y a une large majorité sioniste et je pense qu'on aura un gouvernement sioniste. Maintenant, discuter des résultats des élections avant le résultat des élections, c'est une espèce de maladie qu'on a, depuis quelques années. Et je ne vois pas à quoi ça sert. Chacun va essayer de convaincre de voter pour lui. Il y aura des élections, on verra le résultat. Et moi, je ne veux ni l'un ni l'autre. Okay, mais vous ne pensez pas qu'il est temps de mettre fin à toutes ces formes de boycott qui ont totalement déstabilisé l'échiquier politique israélien? Il n'y a pas de boycott. Mais en même temps, il y a un boycott de Naftali envers Netanyahou. Si on veut un État sioniste, il n'y a pas le choix d'avoir des partis sionistes. Les partis ultra-orthodoxes, on ne peut rien faire avec eux parce que mais si le leader du parti, si le leader du grand parti de droite, c'est Netanyahou, pourquoi boycotter Netanyahou? Mais on ne boycotte pas Netanyahou. Il pourra siéger dans le gouvernement de Naftali Bennett, il n'y a aucun problème. C'est lui qui boycotte. Bon. C'est lui qui ne veut pas siéger sous Bennett. Donc c'est aussi au Likoud de faire ses choix. Il faut un moment que le Likoud choisisse l'État d'Israël ou l'intérêt de Netanyahou. À un moment, on a vu ce qui se passe avec, par exemple, les conservateurs en Angleterre. Ils n'ont aucun problème à virer Thatcher. Ils n'ont aucun problème à virer encore récemment leur leader quand ils voient qu'il est mauvais pour eux. L'intérêt du pays et l'intérêt du parti passent avant l'intérêt personnel d'un leader. Il n'y a que le Likoud qui se conduit comme une secte qui pense que Netanyahou est plus important que tout. Il faudrait vraiment qu'il fasse une cheshbon nefesh. Eh bien, on aura certainement l'occasion de se reparler, en tout cas d'ici les élections et même d'ici l'annonce des élections. Ça pourrait intervenir dans les prochaines semaines. En tout cas, merci beaucoup Benjamin Lashkar d'être venu dans notre studio ce matin pour nous parler de l'approche de Naftali Bennett aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur de campagne du parti de Naftali Bennett pour l'ensemble de Jérusalem et sa région, on peut dire d'une certaine manière. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée. Et ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens et des sites d'information sont clairement des manchettes de guerre. Le Yediot Aharonot nous montre sur les 2/3 supérieurs de sa première page une photo d'un avion de chasse américain se posant sur le porte-avions Lincoln dans le golfe Persique avec des deux côtés de l'avion, le président américain Donald Trump et l'ayatollah Khamenei. Et le Yediot Aharonot titre en rouge vif « La guerre est dans l'air ». En surtitre, le journal annonce une estimation « Nous sommes à la veille d'une offensive américaine en Iran ». Et en sous-titre « État d'alerte maximale en Israël ». Les installations nucléaires et les missiles balistiques qui sont ciblés et au bout du compte la probabilité de faire tomber le régime, c'est en sous-titre donc du Yediot Aharonot de ce matin. Même type de photos et mêmes estimations en première page du second grand quotidien israélien, le Israel Hayom. Là encore, le journal nous montre une photo d'un avion se posant sur le Lincoln avec un titre « La décision est proche » et en sous-titre une estimation israélienne. C'est dans les tout prochains jours ou dans les toutes prochaines semaines que les Américains lanceront leur offensive contre le régime iranien. Aux États-Unis, on est persuadé que Téhéran ne fera pas de concessions dans les négociations et une autre estimation israélienne face à la menace américaine, les Iraniens pourraient être ceux qui tireront les premiers en direction d'Israël. Le spécialiste sécuritaire du journal Yoav Limor écrit ce matin que les Américains ont désormais la puissance de feu nécessaire pour frapper massivement l'Iran. La question sera de savoir si cela suffira pour faire chuter un régime sans que les forces terrestres ne puissent participer à la confrontation. En page 3, le Israel Hayom détaille les capacités militaires américaines dans la région et insiste sur l'arrivée hier de dizaines d'avions de chasse américains.
Et puis, si l'on veut vraiment savoir quand une opération militaire américaine aura lieu, il faut se pencher ce matin sur le site d'information du Ma'ariv. Le Ma'ariv répercute en effet une information de la chaîne américaine CBS qui affirme que les responsables du Conseil de sécurité nationale américaine ont déclaré à Donald Trump que l'armée américaine sera prête à attaquer à partir de ce samedi, donc dans 2 jours. Et le Ma'ariv annonce que le président Trump a réuni la nuit dernière ses plus hauts conseillers militaires pour une consultation d'urgence. C'est aussi le titre en page d'ouverture du site N2 de la chaîne de télévision 12 qui annonce que l'on attend l'ordre d'attaquer du président américain. Quant au site Ynet, eh bien, il titre ce matin sur le potentiel militaire américain et évoque en particulier le croiseur américain qui sera capable d'intercepter des centaines de missiles iraniens et les centaines d'avions de chasse qui ont été actuellement déployés dans la région, en particulier en Jordanie, mais également dans le Golfe Persique. Qu'écrivent ce matin les éditorialistes et les commentateurs israéliens, en particulier dans le Yediot Aharonot, Ronen Bergman, le spécialiste du dossier qui écrit également pour le New York Times, écrit ce matin: le fait que l'on se prépare à un ordre de guerre ne signifie pas que cet ordre a déjà été donné par le président. Cette fois-ci, Israël ne joue que les seconds rôles derrière les États-Unis, mais cela permettra tout de même à Netanyahou de dire ensuite que c'est lui qui a guidé Donald Trump, écrit ce matin Ronen Bergman. Quant à Yossi Yehoshua, le commentateur militaire du Yediot, il insiste sur les pressions du régime des Mollahs, sur les responsables du Hezbollah. Cette fois-ci, rejoignez-nous dans les combats, affirment les Iraniens. Et puis, on peut lire ce matin dans les pages éditoriales du Yediot Aharonot un éditorial intéressant qui fait le lien entre l'Iran de Khamenei et la Perse de l'époque de Pourim et de la reine Esther. Il s'agit d'un éditorial de Davidi Ben-Sion, qui est le vice-président du conseil régional de Samarie. Il écrit: face aux menaces de Khamenei sur Israël, nous devons nous inspirer de la leçon de Pourim et être persuadés que la détermination d'un peuple et sa foi peuvent l'emporter sur n'importe quelle force. Fin de citation. Malheureusement, les quotidiens israéliens de ce matin et les sites d'information se focalisent également en première page sur la mort tragique d'un soldat israélien hier dans la bande de Gaza. Il s'agit du sergent-chef Ofri Yafé, combattant dans l'unité d'élite des commandos parachutistes, qui a été tué par mégarde dans le sud de la bande de Gaza par un tir ami. Il avait 21 ans, était originaire du Moshav Yogev dans la vallée de Yezreel et la police militaire enquête actuellement sur les circonstances exactes de sa mort. On sait qu'en pleine nuit, il a été pris par un soldat de sa même unité pour un terroriste palestinien. Se sentant menacé, le soldat a ouvert le feu et a tué donc son camarade. Le père d'Ofri est colonel de réserve dans Tsahal. Sa mère Hadas a vanté les mérites de son fils. C'était un enfant merveilleux, entièrement dévoué à l'autre, entièrement dévoué à servir l'État d'Israël. Il était rempli de bonnes valeurs, affirme sa mère, et les photos publiées depuis hier sur tous les médias nous montrent un jeune homme beau et souriant, un sourire malheureusement figé pour l'éternité. Que son souvenir soit béni. Cette mort tragique, écrit ce matin les éditorialistes, doit nous rappeler qu'il y a encore des milliers de soldats qui passent jour et nuit à défendre la population israélienne dans la bande de Gaza. Le Ma'ariv consacre ce matin sa page d'ouverture à la première réunion du Conseil de la paix de Gaza qui va se tenir aujourd'hui à Washington. Selon le site du Ma'ariv, le Conseil de la paix doit prendre des décisions cardinales qui vont déterminer le cadre opérationnel et financier du vaste projet de restauration de la bande de Gaza après 2 années de guerre. Le principe que le président Trump doit définir durant cette réunion est clair. Sans financement, il n'y aura pas de reconstruction. C'est le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, qui représentera l'État d'Israël lors de cette réunion aujourd'hui. Dans cette atmosphère de conflit, les sites d'information mentionnent également ce matin la visite que le président Herzog a effectuée hier au centre de coordination civile et militaire de Kiryat Gat. Il s'agit du centre qui coordonne l'action des Israéliens et des Américains dans la bande de Gaza. Le président Herzog en a profité pour adresser un message aux autorités iraniennes. Il a accusé le régime des Mollahs d'avoir assassiné des dizaines de milliers de civils iraniens et a émis l'espoir de voir la fin de ce régime terroriste. Le président a également parlé de l'avenir de la bande de Gaza. Il a estimé qu'une nouvelle réalité pouvait jaillir pour la population gazaoui. Enfin, le président Herzog a profité de cette visite pour souhaiter un bon ramadan et un mois de paix à la population musulmane d'Israël, aux Palestiniens et également au peuple iranien. Et puis pour terminer cette revue de la presse, comme nous le faisons chaque jeudi, nous allons survoler les pages d'ActuJ.
Cette semaine, l'hebdomadaire de la communauté juive se pose une question brûlante. Quelle stratégie pour arrêter les Mollahs, avec les scénarios possibles d'une crise aiguë entre Israël, l'Iran et les États-Unis, des scénarios qui sont avancés par notre consoeur Pascal Zonshine. ActuJ revient également sur l'interview exclusive accordée en début de semaine par Emmanuel Macron à Radio J à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi. Et puis nous sommes dans les anniversaires douloureux. Et donc ActuJ rappelle également les 25 ans de l'affaire Mohamed Adoura. C'est la fin de cette revue de la presse. Ishaï Ribo a osé avec délicatesse et force. Avec son dernier titre, Aneshama Lo Meta, le célèbre chanteur franco-israélien lance un jeu de mots que probablement seuls les Israéliens comprendront, mais ça sera déjà pas mal. En hébreu, Meta signifie morte, mais c'est aussi le nom du géant californien qui détient Facebook et Instagram. Aneshama Lo Meta, le message est clair, l'âme est éternelle, contrairement au monde virtuel qui nous entoure. Dans ce nouveau morceau, Ribo explore la dualité entre la spiritualité et le divertissement automatique. Il chante la quête de l'essentiel face à des plateformes qu'il juge aspirantes et saturées de distractions imposées. Pour lui, le flux incessant d'images et de contenus finit par polluer la conscience, empêchant de choisir réellement ce que l'on regarde. Mais la star israélienne va plus loin que dénoncer le pouvoir des réseaux en chantant. Il a effectivement entamé une période de jeûne numérique de 40 jours et 40 nuits. Un geste fort, Ishaï Ribo prend la liberté de déserter les réseaux sociaux malgré l'exposition fondamentale dont il bénéficie grâce à eux. Plus qu'une pause médiatique, c'est un plaidoyer pour la détox. En affirmant que l'âme n'est pas méta, Ishaï Ribo invite son public à une introspection et invite à donner priorité au réel et au sacré sur le virtuel. Un message courageux vers une société israélienne accro au numérique. En Israël, nous passons entre 9 et 12 heures par jour devant nos écrans. Et nous sommes 83% à ressentir le besoin de vérifier immédiatement nos messages. En février, mois national de la protection des enfants en ligne, l'unité 105 chargée de la protection des enfants sur Internet, sous la direction du ministère de la Sécurité nationale et de la police israélienne, a tiré une sonnette d'alarme. Il y aurait eu 71% d'augmentation de cas de harcèlement de toutes sortes signalés par rapport à 2024, avec 16 292 événements signalés et pris en charge contre 9 500 en 2024. Et si nous nous inspirions d'Ishaï Ribo en nous astreignant à de petites mais régulières pauses écran? Les personnes observant le Shabbat l'ont bien compris, la sacro-sainte déconnexion de l'univers virtuel imposée pendant 24 heures devient presque vitale désormais. Et d'ailleurs, de plus en plus de non-religieux adhèrent à cette parenthèse qui les extrait hors du flot, hors du temps. À l'ère des machines, si on reprenait un peu le contrôle de notre vie, je vous propose d'y réfléchir accompagné de cette musique magnifique d'Ishaï Ribo. Eh bien, nous avons le plaisir, comme chaque jeudi, d'être avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous pour nous aider à mieux comprendre ou à décrypter cette parashat Trouma, qui est la première des parachiotes qui sont consacrées au Mishkan. Alors, on va essayer, comme on le fait chaque semaine depuis le début de l'année, de trouver le lien avec la société israélienne, avec l'État d'Israël, avec l'actualité. Alors, peut-être que le lien n'est pas tout à fait évident. Alors, il est clair que il y a autour de ce mot de Trouma une dimension tout à fait particulière que l'on peut-être retrouver effectivement dans la réalité actuelle. Moi, je vous proposerai de dire parce que on en a parlé récemment sur Kalita avec Gilles Darmon, entre autres, le président de la Tête, c'est de dire qu'il y a effectivement une grande générosité de la part du Ham Israël,
forme de solidarité, de générosité. On l'a vu, ça s'est exprimé pendant la guerre. Mais cette générosité, la capacité à faire des dons, qui est presque, on va dire, intrinsèque au peuple juif, eh bien, dans la réalité israélienne, elle sert les intérêts du gouvernement qui se démobilise par rapport à cette tâche et qui ne consacre pas, par exemple, les budgets nécessaires qu'il aurait dû consacrer aux couches sociales défavorisées, parce qu'il sait que de toute manière, Bnei Israël Rachmanim, et donc le peuple juif a pitié, en particulier de ces nécessiteux, et qu'il va les aider. On le sait à de multiples reprises, bien entendu, Matanot Laevionim, on approche de Pourri, mais en plus après Pessah, l'équipe autour de Pessah, il y a Kimra d'Episra. Donc, moi, c'est un peu le lien que j'aurais fait. Mais vous, qu'est-ce que ça vous inspire, le terme de Trouma? C'est-à-dire que, pour quand même rappeler, pour ceux qui nous regardent, qui peuvent être un petit peu déconcertés, la paracha Trouma nous parle surtout de l'injonction qui est faite par Dieu aux enfants d'Israël qui sont dans le désert, sortis d'Égypte, de construire un tabernacle où sa présence pourra résider. C'est ça qu'il s'agit. Et il demande aux enfants d'Israël une trouma, c'est-à-dire un don. Des dons, ce ne sont pas des impôts qui sont demandés, mais c'est un appel à la générosité pour construire l'édifice dans lequel doit reposer la présence divine. Et cette générosité, d'ailleurs, Dieu n'y fait pas appel en vain, puisqu'elle va se manifester à un tel point qu'à un moment, il va falloir demander aux enfants d'Israël d'arrêter d'apporter des matériaux. Et le terme il y a une anecdote intéressante, c'est que Moshe Rabbeinu mobilise tout le monde, et les princes, on va dire, des tribus disent, bon, ben nous, s'il n'y a pas assez, viens nous voir, on complétera. Et en fait, finalement, Moshe Rabbeinu dit, il y a beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer, vous n'avez même pas besoin de vous, quoi. Voilà, et donc là, on a effectivement, les princes se retrouvent un petit peu au bord du chemin, quoi, puisque le peuple a fait tout le chemin. Mais Trouma, en hébreu moderne, ça veut dire don, mais en réalité, il y a une racine qui peut nous guider vers une compréhension un peu plus profonde. Parce que la racine de Trouma, c'est Aram, Romemut, élévation. Le don, en réalité, ici, quand il est question de Trouma, c'est une élévation, c'est-à-dire c'est l'élévation du matériel vers le spirituel. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est la raison pour laquelle la demande est faite au moment de la construction du Mishkan. Donc il y a une demande de générosité, c'est très très clairement dit, Asher Kol Ish Asher Idevenu Libo, de tout homme dont le cœur est porté à la générosité, qui apporteront donc cette terouma pour la construction du Mishkan. Et donc, si vous voulez, il y a effectivement la générosité dont vous avez parlé, c'est-à-dire finalement cette volonté de répondre à l'appel. Ici, c'est pas le pauvre qui s'exprime, c'est Dieu lui-même qui veut être accueilli dans la résidence qu'il a choisie, c'est-à-dire ce tabernacle, et les Israël répondent. Tout don, en réalité, un don, c'est un acte de générosité, mais c'est un acte de générosité qui est une sortie de son ego. Parce que tant qu'on reste enfermé dans son ego, il n'y a pas de générosité. Et donc cette générosité-là, elle nous fait penser de manière très claire, puisque ici, ce qui est demandé, c'est un geste qui a une portée spirituelle, c'est que la générosité vis-à-vis du prochain est un élément fondamental pour avoir une relation avec Dieu. C'est-à-dire que l'amour du prochain, c'est en quelque sorte le chemin d'accès à la relation avec Dieu. Il est inimaginable dans le judaïsme que on puisse avoir une relation
mystique sans avoir de générosité, sans se préoccuper de son prochain. C'est impossible. Et donc, dans cette terouma-là, on voit déjà un principe fondamental de la Torah, c'est que l'amour du prochain, et c'est la raison pour laquelle il est tellement implanté dans les sociétés juives de toutes les époques, l'amour du prochain est un élément fondamental de la société, mais c'est aussi un élément fondamental de la spiritualité juive. Parce qu'on ne peut pas avoir de relation avec Dieu sans passer par l'amour du prochain. Ça nous ramène au Seder Dibrot avec les 5 Dibrot pour Ben Adam Lamakom et les 5 Dibrot pour Ben Adam Lachavero. Absolument, absolument. Et donc ça, on a la racine de ces sociétés de solidarité qui a toujours existé, même dans les pires moments de l'exil, et qui se retrouve dans l'État d'Israël moderne, où les réseaux de solidarité sont absolument fantastiques dans toutes les parties de la société, et en particulier dans les parties plus religieuses de la société, mais pas seulement. Alors, c'est vrai que l'État profite de cette situation, incontestablement. Ça lui permet d'être moins présent dans l'action sociale. C'est à la fois un problème, parce qu'il y a une responsabilité quand même de l'État, mais c'est aussi, je dirais, vous savez, le modèle de l'État-providence, il est en train de faire faillite, parce qu'il ne s'appuie pas suffisamment sur la solidarité interpersonnelle. On ne peut pas laisser l'État tout faire. Il faut que l'État régule l'action sociale, mais sans un tissu extrêmement serré de solidarité, l'État-providence finalement ne peut pas tenir très longtemps. Et de fort heureusement en Israël, ces réseaux de solidarité existent et sont très bien organisés, très efficaces. Et beaucoup de ceux qui sont dans le besoin font appel à eux. Alors, ça me donne l'idée de rappeler, on va dire, votre action en vous personnelle, puisque c'est vrai qu'on parle de l'État d'Israël, mais on peut élargir aujourd'hui, on va dire, la dimension à l'ensemble du peuple juif. Vous avez été pendant des dizaines d'années le directeur général du Fonds social. C'est quelque chose que vous avez vécu au quotidien, cette générosité, parce que sans l'aide de la communauté, sans l'aide des membres de la communauté, bien, ça aurait été difficile de faire vivre une machine telle que le Fonds social, n'est-ce pas? Absolument. C'est le fondement même de l'action sociale dans les communautés, en particulier dans la communauté juive de France, et dont le Fonds social juif unifié a été le fédérateur. Ce sont les dons. On ne fonctionnait pas avec des subventions publiques, ou très peu. Sauf dans des établissements extrêmement spécialisés. Mais l'aide véritablement aux démunis passait par la collecte, et passe toujours par une collecte auprès de membres de la communauté, avec des événements comme la semaine de la Tzedaka, comme etc. etc. D'ailleurs, vous avez parlé de la tête de Gilles Darmon là, il y a quelques instants. Je dirais l'inspiration, d'après ce qu'il m'a dit, quand je l'avais rencontré il y a un certain nombre d'années, de Gilles Darmon venait de France, puisque lui-même est un olé de France. Donc effectivement, cette solidarité-là qui a été mise en place par la communauté juive de France, et notamment par le Fonds social juif unifié, est un modèle, mais c'est pas un modèle exceptionnel. C'est, je dirais, c'est le modèle dont la racine se trouve dans la Torah. Voilà, tout simplement. Et d'une certaine manière, le fait d'apporter cette contribution, ça consolide, on va dire,
les liens de Harrywood, comme on dit, d'être garant. Garant de responsabilité, oui. De responsabilité à l'intérieur même du peuple et à l'intérieur de la nation. C'est vrai que lorsque, par exemple, quelqu'un vient apporter une contribution, on l'a vu pendant la guerre, ça s'est exprimé de multiples façons, mais c'est clair que ça crée des liens, ça consolide une relation et ça éloigne quelque part la division aussi. Alors, je vais vous dire, il faut toujours regarder la manière dont la Torah est rédigée, parce que c'est là qu'on peut en retirer les enseignements. Me'et kolish asher yidebenu libo, ça veut dire que tout homme dont le cœur sera porté à la générosité. Alors, il n'est pas écrit que simplement de tout homme généreux. Pourquoi est-ce qu'on parle du cœur ici? Parce que on parle, le cœur est le centre de la personnalité. Et donc, en réalité, il y a, au-delà du geste généreux, il y a aussi, et c'est une tradition qui se retrouve dans l'État d'Israël moderne, un don de soi. Il n'y a pas que le geste de donner. Souvent, au-delà de ce geste, il y a véritablement une abnégation, un don de soi. Et là, je pense à tout ce qui s'est passé, tout ce qui continue d'ailleurs à se passer depuis 2 ans dans la guerre existentielle qui a été imposée à Israël. Le nombre de gens qui se sont dévoués, et je pense surtout aux soldats, notamment réservistes, qui ont passé des semaines, voire des mois pour certains d'entre eux, loin de leurs enfants, de leur famille, qui ont quitté leur travail, et qui véritablement sont le secret du succès de Tsahal. C'est vrai, véritablement là, la vraie cause de la capacité de Tsahal à mener ces guerres. Et on le dit pas suffisamment. Tsahal n'est pas une armée c'est pas une armée de métier. C'est une armée, il y a un noyau d'une armée de métier, mais c'est une armée du peuple. C'est une armée du peuple et c'est une armée d'un peuple qui sait donner de lui-même, qui est généreux, pas seulement dans un geste de générosité, mais qui est généreux de toute sa personne. Et ça, c'est aussi un enseignement de la Parashat Trouma. Eh bien, nous allons rester là parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup, David Saada, de nous avoir éclairé sur cette notion de Trouma, d'élévation également, donc, et de relation entre l'homme et Dieu dans le cadre d'un don. Merci beaucoup, David, de nous avoir apporté cet éclairage sur la paracha de la semaine. Bonne journée, Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom, à bientôt, Daniel.